Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, un peu de flottement sur les marchés avec une journée importante en termes de publication de résultats au sein du CAC 40 et les investisseurs qui préfèrent privilégier les résultats des banques françaises, Société Générale ou encore Crédit Agricole plutôt que les résultats de L'Oréal par exemple, qui sont plutôt très bons sur le papier, mais L'Oréal souffre, semble-t-il, d'un environnement de marché qui est moins favorable depuis quelques temps à ses valeurs de croissance visible. Le marché reste donc plutôt du côté de la value, du secteur bancaire aujourd'hui, qui est un des secteurs forts encore aujourd'hui en Europe. Intéressant de voir que ces forces de marché se neutralisent d'une certaine manière, puisque le CAC 40 et les autres indices européens évoluent assez peu, sans véritable tendance marquée à la mi-journée. Le CAC 40 est stable autour de l'équilibre au moment où on se parle, avec des investisseurs qui attendent évidemment un chiffre important, le nouveau chiffre d'inflation aux États-Unis pour le mois de janvier, qui est attendu encore un peu plus élevé que le précédent. On était à 7%, on attend un chiffre entre 7 et 7,5% désormais. Au-delà du niveau, c'est toujours la question de la surprise de l'inflation qui reste importante. Les derniers chiffres avaient généré un peu moins de surprise côté américain. On verra ce qu'il en est tout à l'heure. Réponse à 14h30. Mais le pic de l'inflation aux États-Unis n'est peut-être pas encore atteint en ce début d'année 2022. Et tout ça nous amènera évidemment à évoquer la question des politiques monétaires maintenant que la Banque Centrale Européenne a rejoint le pivot hawkish de la Fed et de la Banque d'Angleterre, en tout cas à travers une communication amendée depuis la conférence de presse jeudi dernier de Christine Lagarde suite à la réunion du Conseil des gouverneurs de la Banque Centrale Européenne. Comment est-ce que ce processus peut désormais s'organiser pour amener une normalisation du taux de dépôt de la BCE que l'on voit désormais revenir à 0 dans les 12 prochains mois? Nous en parlerons avec Frédéric Ducrozet notamment, qui sera en visioconférence avec nous dans un instant depuis Pictet Wealth Management à Genève. Mais d'abord, les infos clés du jour sur les marchés, une séance de résultats pour le CAC 40, c'est avec Alix Nguyen. Après la forte hausse d'hier, le CAC ralentit la cadence et se trouve désormais bien hésitant. Il s'agit en effet de digérer pas moins de 8 publications d'entreprises, tout en ne perdant pas de vue la statistique à 14h30 des prix à la consommation aux États-Unis. Si les spéculations persistent quant à l'ampleur du resserrement monétaire de la Fed attendu en mars, il semble désormais unanimement accepté que le relèvement d'un quart de point des taux des Fed Funds aura lieu le mois prochain et la hausse d'un demi-point considérée comme une possibilité. La récente accalmie constatée sur les marchés de taux nourrit l'idée que les investisseurs dans leur ensemble prennent acte de la fin des politiques monétaires accommodantes. À noter en revanche que les rendements campent sur des pics inconnus depuis au moins 3 ans. Pléthore de publications d'entreprises donc, et les records s'enchaînent du côté du secteur bancaire. Société Générale bondit après les excellents résultats publiés par BNP Paribas et Crédit Agricole. Société Générale dévoile des performances financières historiques. En 2021, le bénéfice net part du groupe s'est élevé à 5,64 milliards d'euros. C'est supérieur au précédent record de 2006. Au regard de l'année 2020, il s'agit d'un redressement exceptionnel. Société Générale fait part de revenus en hausse de 17% à 25,8 milliards d'euros. Le coût du risque a pour sa part été divisé par près de 5 avec un montant de provision financière de 700 millions d'euros. On relève enfin que la banque prévoit un nouveau programme de rachat d'actions de plus de 900 millions. Même ambiance pour Crédit Agricole, donc la banque atteint avec un an d'avance l'ensemble des objectifs initialement fixés à horizon 2022, dont celui de dégager au moins 5 milliards d'euros de résultats nets. Le groupe Crédit Agricole dépasse même les 9 milliards de bénéfices. Et puis Total Energy avance légèrement. Le pétrolier français a publié aujourd'hui un bénéfice net de 16 milliards de dollars, au plus haut depuis 2007. Il profite de la flambée des cours des hydrocarbures cumulés à la réduction de ses coûts depuis le krach pétrolier de 2014. Tendance, mon ami, chaque jour à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart.
Et c'est Frédéric Ducrozet qui est avec nous pour entamer cette édition de la mi-journée en visioconférence depuis Genève, stratégiste global macro chez Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Frédéric. Une semaine après la réunion de la Banque Centrale Européenne, tout le monde a pris acte évidemment du changement de communication délibéré. C'est déjà peut-être une première question de Christine Lagarde et du Conseil des gouverneurs. Frédéric, donc le sens du voyage est clair, il était clair auparavant. La question du trajet se pose, la vitesse du trajet de la normalisation politique monétaire en zone euro. J'ai envie de vous poser cette question sous cette forme, Frédéric. Quel est le niveau de progression des salaires que la BCE est prête à tolérer aujourd'hui avant d'agir un peu plus fermement peut-être en matière de normalisation de sa politique monétaire, puisque c'est le sujet des salaires qui devient un facteur décisif aujourd'hui? Effectivement, pour moi, c'est une question centrale, une grande différence par rapport aux États-Unis, où on sait que des deux côtés de l'Atlantique, il y a des problèmes d'embauche, il y a des tensions, des problèmes structurels dans le marché de l'emploi. On a un taux de chômage qui va passer sous les 7% en zone euro, mais on n'est pas du tout au plein emploi. Il y a encore énormément de frictions et de problèmes plus structurels à régler. Mais la grande différence, de fait, aujourd'hui dans les chiffres, c'est qu'on a des salaires qui croissent à 1,5%, moins de 2% en zone euro, et 5, 6 ou 7% aux États-Unis. Donc c'est une grosse différence. C'est ce qui faisait que beaucoup d'ECB watchers comme moi pensaient que la BCE allait être plus prudente, et ce qui fait là aussi qu'on a été surpris par le changement de ton. Oui, c'est un changement de ton délibéré, orchestré. Les éléments de langage sont très clairs depuis la semaine dernière. On ne peut plus tolérer, peut-être même politiquement, je pense, à la Banque centrale, de maintenir des taux négatifs, d'acheter de la dette tous les mois, quand l'inflation est à 5% et a même réaccéléré un tout petit peu en janvier. Et en termes de salaire, c'est là où ça devient plus intéressant, où je pense que ça appelle à la prudence ensuite, et Christine Lagarde l'a dit elle-même dans son audition au Parlement européen lundi, on ne peut pas en Europe monter les taux et tuer la reprise, tuer le pouvoir d'achat avant même que les salaires en termes réels aient pu progresser, et risquer en fait une nouvelle erreur de politique économique. On a tous en tête 2011, la dernière hausse de taux en zone euro, qui était ex post en tout cas une grosse erreur. Et donc on peut imaginer qu'il faille d'abord voir une accélération. Il faut d'abord le voir vraiment dans le blanc des yeux, comme disait Yellen aux États-Unis pour l'inflation. Il faudrait voir cette accélération des salaires là aussi dans le blanc des yeux en Europe, peut-être à 3%. Pour donner un chiffre, qui est à peu près l'ordre de grandeur cité par le chef économiste aussi. 3% de salaire, 1%, disons, en tendance de productivité, égale 2% d'inflation. On n'y est pas. C'est là que la séquence est intéressante. On va avoir une BCE en mars qui va préannoncer la sortie et le retour à des taux nuls, dans un premier temps peut-être, sans avoir encore cette preuve des salaires qui vont accélérer. On sait que c'est une année électorale, pour finir, qu'il y a des hausses de salaire minimum également en Espagne, en Allemagne, et que tout ça va prendre du temps à se matérialiser dans les chiffres. Donc il y a un exercice de communication et de mise en œuvre de cette sortie qui est un petit peu délicat. Mais ça veut dire, Frédéric, si on poursuit la comparaison faite de BCE ou monde anglo-saxon et monde européen, de la zone euro, ça veut dire quand même qu'on retrouve là une BCE beaucoup plus préemptive dans son action que ce qu'on a connu auparavant. Quand je dis auparavant, c'est sous l'ère Draghi. Ça nous ramène à une BCE, une fonction de réaction de la BCE qui est peut-être plus proche de celle qu'on connaissait avant l'ère Draghi. Est-ce que vous diriez ça, Frédéric? Est-ce que ça, c'est un changement quand même fondamental pour la suite? Oui, c'est l'inquiétude légitime aujourd'hui des investisseurs, des observateurs, parce qu'on entend un nouveau président de la Bundesbank, Joachim Nagel, pour sa première intervention publique, qui nous dit le coût pour la Banque centrale d'intervenir trop tard serait plus élevé que le coût d'une intervention préventive dès cette année. Et c'est complètement à l'opposé de ce que disait la BCE, la même BCE, pas celle de Draghi, celle de Christine Lagarde l'année dernière, Fabio Panetta, membre du board, qui nous dit qu'au contraire, il faut absolument être patient. Si on perd cette patience, qu'on cède à la panique suite à un choc qui est avant tout un choc exogène, notamment sur l'énergie, alors on risque la catastrophe, on risque de perdre tout le bénéfice de toutes ces années où la BCE a finalement, in fine, pris les bonnes décisions. Et je pense qu'il y a vraiment cette tension. Ce qui m'inquiète à titre un peu plus personnel, en termes justement de personnes à la BCE, c'est qu'on a, au-delà de la personnalité du président Draghi, on a un changement plus large et les colombes, en tout cas ceux qui défendaient cette ligne prudente, quitte à laisser l'économie un petit peu en surchauffe, sont en minorité aujourd'hui, c'est le moins qu'on puisse dire, les faucons ont pris le pouvoir.
Bon, si l'heure est à l'hibernation des colombes et qu'il faut se préparer à vivre sans QI, sans programme d'achat net en zone euro, qui est quand même la première étape avant que la Banque Centrale Européenne envisage une remontée des taux. Cette séquence, je crois qu'elle reste pour l'instant gravée dans le marbre, comme vous dites, Frédéric. Ça va être intéressant de voir l'appétit des investisseurs privés pour la dette publique européenne, à commencer par la dette des pays périphériques. On a tous en tête Grèce, Portugal, Espagne et Italie, bien sûr, qui revient sur le devant de la scène. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce point de vue-là et comment est-ce que vous évaluez le risque de marché de ce point de vue-là, Frédéric ? Écoutez, de ce point de vue-là, je pense que la réaction de marché depuis la semaine dernière est plutôt rassurante, plutôt saine. Il y a un prix à payer à cette normalisation. On n'aura plus du tout d'achat de la BCE de dette italienne l'année prochaine, là où elle en achetait encore plus de 100% en termes nets sur les 2 années passées. C'est un changement radical. Mais il y a autre chose qui a changé en zone euro. On a maintenant un nouveau Premier ministre en Italie, ça c'est une chose, c'est peut-être pas permanent, mais des réformes plus structurelles, une confiance qui revient, je pense, de manière plus durable, des aides de l'Union européenne, une intégration budgétaire, peut-être des règles budgétaires également réformées. Tout ça va vraiment dans la bonne direction. Et donc, dans la balance, je trouve intéressant que finalement, les spreads italiens se soient un peu stabilisés au-dessus de 150 points de base. C'est tout à fait gérable. Il faut rappeler là aussi que ça prend beaucoup de temps avant qu'une remontée des taux d'intérêt ne pèse vraiment sur la charge de la dette en Italie. La dernière fois que c'est arrivé pour les élections en 2018 et que les spreads se sont écartés, la charge moyenne de la dette, des charges d'intérêt en Italie, n'avait même pas augmenté. Donc on est très loin aujourd'hui de ce seuil de douleur et on en discutait encore ce matin. Je trouve ça intéressant de voir que les profits des entreprises, les perspectives des entreprises et de l'économie italienne au sens large, elles sont plutôt revues encore à la hausse. Le marché tient bien, y compris les actions. C'est peut-être un nouveau baromètre aussi à prendre en compte dans ce nouveau paradigme. Donc en clair, je pense que la BCE peut effectivement normaliser sa politique monétaire et qu'on est tous un peu rivés sur cette communication pour espérer qu'une erreur de politique monétaire ou de communication en tout cas ne se reproduise pas à ce moment encore très critique. Si on regarde du côté américain, là où la situation d'inflation endogène est peut-être beaucoup plus avancée, sans doute beaucoup plus avancée, Frédéric, ce qui est intéressant, c'est, je note, l'effet de surprise sur l'inflation est un peu moins fort, mais avec quel niveau d'inflation ? Niveau d'inflation dont le pic est peut-être encore à venir, Frédéric ? Là aussi, il y a un effet psychologique très intéressant, c'est-à-dire que les réactions à ces surprises sur l'inflation aux États-Unis, et on est effectivement au-dessus de 7%, on le sera en tout cas probablement encore à court terme, a beaucoup changé. On voit depuis quelques jours un changement de psychologie absolument massif dans les marchés, se dire que bon voilà, il y a ce prix à payer là aussi. On a compris que la Fed allait monter les taux 4, peut-être 5 fois cette année, et on intègre ça dans les prix. Quel est l'état du monde objectivement après ça ? C'est une économie qui reste malgré tout très résiliente et qui peut tenir entre guillemets et survivre à des taux d'intérêt à 1 voire 2%. Et je pense que plusieurs membres de la Fed, dont Bostich l'ont dit récemment, ce qui compte maintenant psychologiquement aussi, c'est la direction. Le jour où, je pense au 2e trimestre plutôt, on voit enfin une inflexion et l'inflation qui repart à la baisse, même si c'est de 7 à 6,5, puis 6%, et graduellement jusqu'à peut-être 3 l'année prochaine, ce qui reste élevé, alors c'est un changement, là aussi, complètement différent. Et je pense que tous les marchés, du coup, peuvent se stabiliser dans un contexte pareil. La charge de la preuve, elle reste, malgré tout, sur les données. Si on a 7,5, 8% d'inflation et un corps qui réaccélère, une inflation sous-jacente vraiment au-delà des éléments qu'on cite tout le temps, comme les voitures d'occasion, alors oui, il y a un problème. Et la Fed pourra peut-être être amenée à durcir encore plus le ton. Donc il y a ce moment à passer. Et je pense que le printemps peut être l'inflexion dans l'autre sens qui enfin amène un peu de stabilisation, y compris sur le marché obligataire. En attendant d'y voir plus clair, Frédéric, en termes d'investissement, est-ce qu'on trouve toujours de l'intérêt pour les actions ? Est-ce que le couple rendement-risque dans le marché action, sur certaines parties du marché action, reste favorable aujourd'hui ? On le voit dans les derniers résultats et les annonces. Ce qui est dans le miroir est plutôt bon, voire très bon, et continue de surprendre toujours à la hausse en termes de profit, en termes de marge. Ce qui peut poser question dans cet environnement, c'est plutôt la guidance et les prévisions dans cet univers-là, et probablement qu'on ne va pas tenir toute l'année, en tout cas avec un marché tiré exclusivement par la value, par les financières et l'énergie. Il va y avoir des rotations dans l'autre sens. Il s'agit de, là aussi, attraper, entre guillemets, le bon point d'inflexion, et je pense encore une fois que c'est le retournement de l'inflation qui peut ensuite peut-être amener un peu de soulagement pour des valeurs de la tech, des valeurs de croissance qui ont souffert depuis le début de l'année.
Bon, c'est bien parce que je crois que Jérôme Powell a tout résumé. Il faut être humble and nimble, humble et agile. Je crois que c'est un très bon guide en fait pour l'investisseur à travers cette année 2022 qui se dessine. Merci beaucoup Frédéric. Frédéric Ducrozet qui était avec nous en visioconférence depuis Genève, stratégiste global macro chez Pictet Wealth Management. J'aime bien le guide que nous apporte Jérôme Powell, être humble et agile dans cette période un peu confuse en matière de politique monétaire notamment. Franklin Pichard est à mes côtés en plateau pour discuter du marché et de la situation de marché aujourd'hui. Bonjour Franklin. Bonjour. Directeur général de Kipling Finance, humble et agile. Oui, je trouve que ça caractérise bien effectivement l'état d'esprit qui doit être celui d'un investisseur peut-être en ce début d'année 2022, non Franklin ? Oui, je le nuancerai un petit peu parce que ceux qui ont été très agiles depuis le mois de décembre se sont souvent pris les portes de saloon dans la figure. C'est très très compliqué de rentrer ou de sortir. On a pu faire des arbitrages, alléger Sanofi, et puis finalement Sanofi n'a pas arrêté de progresser, de se positionner sur des valeurs qui avaient fortement baissé, et puis celles-ci continuent de décevoir. On voit, il y a un chiffre qui m'a interpellé, 50% des valeurs du Nasdaq ont perdu 50% sur les plus hauts du mois de novembre. C'est difficile quand vous gérez des actifs qui vous ont porté, qui ont été rémunérateurs, qui vous ont apporté de la performance, de voir que ceux-là vous plombent depuis quasiment 2 mois maintenant. Donc on est avec effectivement un incontournable. Être agile, on a dû faire de la rotation sectorielle, on a dû rééquilibrer les portefeuilles. On voit qu'aujourd'hui, avec cette menace sur les taux d'intérêt, toutes les valeurs technologiques, les valeurs de qualité ne progressent plus. Elles sont complètement plombées. On voit en revanche, à la faveur des publications, vous avez évoqué les bancaires et il y en a bien d'autres, on voit que ces valeurs-là, on a eu la publication de Pernod Ricard aussi, qui était très bonne, et on voit que toutes ces valeurs-là profitent pleinement d'un rattrapage de marché. Moi, ce que j'ai retenu et qui m'a amusé dans ce que disait Frédéric à l'instant, c'est il va y avoir une rotation. Aujourd'hui, on est un peu au cœur de la tempête, je pense, en ce début d'année 2022, et puis ça va tourner. Alors, soit on veut être très agile et on veut effectivement essayer de saisir les opportunités tous les matins et toutes les semaines. Je pense que c'est un exercice quasiment irréalisable. Je pense qu'aujourd'hui, la sagesse, c'est que les investisseurs doivent revenir à des fondamentaux, revenir un petit peu avec une vision un tout petit peu plus long terme, de se dire, effectivement, il y aura un effet de balancier, que ces valeurs qui sont jetées aux orties aujourd'hui, que sont les techs et autres, ce sont des occasions pour rentrer dessus, pour initier des positions, les renforcer si on était rentré trop haut, et puis de jouer la confiance. On a vu hier, on a parlé un petit peu de détente des taux, on a vu tout de suite Capgemini, ST Micro, Dassault Systèmes, etc., qui reprenaient la tête du CAC. Donc, voilà, moi j'ai envie d'être oui, c'est prudent. Ça. Dans ces histoires-là que vous citez, de croissance, de tech, quand on regarde sur le papier les résultats, il n'y a rien de fondamentalement mauvais. Vous dites, c'est juste un environnement de marché, c'est juste une question de niveau de taux. Tout ça va devoir s'ajuster, mais vous dites, les forces intrinsèques de ces entreprises, elles n'ont pas diminué à travers la crise des 2 dernières années. Alors, non seulement elles ne sont pas mauvaises, ces publications. L'Oréal qui baisse aujourd'hui, alors que les résultats sont excellents. Sauf qu'elles ont à faire face à un vent contraire énorme, c'est leur valorisation. Ouais. Et on en a parlé précédemment. Ce sont des valeurs aujourd'hui pour lesquelles on a anticiper des résultats extraordinaires à X années et qu'aujourd'hui on se réveille un petit peu en se disant on va peut-être marquer le pas. Deuxième point qu'on a pu évoquer ensemble tout à l'heure en préparant, c'est très sain finalement. Ça permet au marché d'atterrir. On ne voit pas de krach boursier. On voit un marché, ne prenons que le CAC qui est proche de 0. On aurait pu craindre avec ce bouleversement, comme ça vient d'être évoqué par Frédéric et par vos autres intervenants. Tout ce qui se passe est quand même très puissant au niveau des taux d'intérêt, au niveau de l'inflation. On aurait pu avoir une performance ultra négative depuis le début de l'année. Or, le marché tient. Le marché est soutenu. Il y a quand même
toujours beaucoup de cash. On voit qu'effectivement, il tient aussi parce qu'il y a beaucoup d'arbitrage sectoriel. Les investisseurs ne sortent pas du marché. Ils sortent de secteurs pour rentrer sur d'autres. Et c'est tout cela qui est quand même relativement rassurant pour cet avenir proche et l'avenir 2022 pour les marchés. Est-ce que c'est déjà, en termes un peu tactiques, est-ce que c'est déjà le moment d'intervenir? Est-ce que vos clients veulent déjà intervenir dans ce marché pour reprendre peut-être des positions sur des valeurs qui ont beaucoup baissé, pour peut-être renforcer des positions sur des valeurs qui n'arrêtent pas de progresser? Ou est-ce qu'il y a un moment, et je sais que c'est aussi une décision de gestion qui est celle de peut-être en faire un peu moins, se mettre à l'écart. Je sais que parfois, c'est aussi des recommandations qu'on peut entendre quand on est investisseur. Alors le propre des investisseurs particuliers, ils veulent toujours rentrer dans le marché. Ils veulent toujours agir. Ils veulent agir et rentrer. Ils considèrent, ils sont frustrés si ils ne rentrent pas. Mais regardez les publications, la qualité des publications qu'on a eues aujourd'hui. Alors concernant Total, on a eu 3% de baisse ce matin avec 14 milliards de bénéfices. On va chercher. Ça se reprend, je crois. Ouais, c'est en train de se reprendre. Et c'est là que je veux en venir aussi. Vous avez la publication de L'Oréal. On a été leur chercher des poux dans la tête en disant oui, mais il y a un léger fléchissement des marges malgré des résultats superbes et supérieurs aux attentes. Le titre baisse et aussi il est en queue de peloton du CAC 40 aujourd'hui. Mais ce à quoi on assiste, et on a un petit peu plus de track record avec une publication comme BNP qui a publié, le jour où elle a publié, avec des résultats, les meilleurs résultats de son histoire, je crois, le titre avait baissé quand même de 4% le matin. Et puis finalement, déjà en séance, on a réduit ce retard. Et aujourd'hui, elle est à nouveau dans les hausses. Le marché a besoin de purger et de vendre des nouvelles pour se dire, mais finalement, il fallait le garder. Il faut garder ces titres-là. Donc, oui, pour répondre à votre question, ces publications, au moment où elles se produisent, font l'objet de prise de bénéfices, de vente de la nouvelle. Et je pense que les investisseurs particuliers doivent être sélectifs sur ces titres qu'ils publient. Et c'est l'occasion sur la qualité de rentrer et de commencer à initier des lignes. Mais je pense qu'aujourd'hui, contrairement à d'autres périodes, on fait une ligne, on fait 30% de ce qu'on voudrait mettre. Et puis on continuera d'accompagner en renforçant, si la situation s'éclaire, et déjà à 14h30, on y verra un petit peu plus clair, et puis ensuite, on renforcera dans le temps, à la baisse, aussi bien qu'à la hausse. Oui, 14h30, enfin, ce jeudi 10 février, oui, c'est la publication du chiffre de l'inflation américaine pour le mois de janvier. Donc on peut parler des résultats autant qu'on veut, mais d'une certaine manière, c'est à ce moment-là que ça va se jouer. Le marché est trop focalisé, trop crispé sur cette question-là aujourd'hui pour qu'il puisse en sortir tout de suite. La question de l'inflation, là, reste pour quelques mois peut-être encore le sujet majeur. Mais clairement, regardez en novembre, regardez quand on a eu les publications du T2, quand on a eu les publications du T3, immédiatement les marchés sont repartis violemment, portés par des résultats qui étaient supérieurs aux attentes, à un moment où on se posait toutes sortes de questions, tout comme on s'est posé des questions sur les publications du T4. Or, en fait, le bilan pour le moment, c'est que elles sont d'excellentes factures. Alors bien sûr qu'il y a des plantages comme partout, mais elles surprennent très agréablement les marchés. Mais ça ne se traduit pas dans les cours. Effectivement, le vent contraire de l'inflation et des taux sont déterminants aujourd'hui, et ça et la géopolitique sont les deux seuls facteurs que les investisseurs et les opérateurs plus que les investisseurs étant à mon avis un peu plus longs, les opérateurs étant plus des joueurs de PlayStation qui agissent sur le marché à très court terme, et où là, effectivement, ils viennent prendre la main et perturber complètement, contrarier l'évolution normale du marché. Bon. Avec la question du pétrole, et là aussi on en discutait, quand on regarde l'inflation partout dans le monde, il y a quand même une grosse composante énergétique, plus ou moins importante. Je ne dis pas qu'il n'y a que ça aujourd'hui, mais ça reste quand même une partie très importante des chiffres d'inflation qu'on observe.
le pétrole ne baisse toujours pas. Non seulement il ne baisse pas, mais il a continué de battre des records ces derniers jours. Oui, on a eu les stocks hier aux États-Unis qui étaient d'une faiblesse à laquelle les économistes ou les stratégistes ne s'attendaient pas. Effectivement, on a toujours ce prix du baril qui continue de nous pénaliser, tout comme celui du gaz, même si on commence à lire que après le déplacement d'Emmanuel Macron à Moscou et en Ukraine, la situation semble un tout petit peu, non pas s'améliorer, mais en tout cas, on reporte un petit peu les sujets et du coup, on peut avoir une légère détente sur le prix du gaz et peut-être qu'à terme, on aura une détente sur le prix du pétrole. Les autres éléments, c'était les chaînes d'approvisionnement. On voit qu'aujourd'hui, les tensions sur la chaîne d'approvisionnement se réduisent un petit peu. Donc on a quelques faisceaux positifs sur une évolution moyen terme du marché qui peuvent donner aux investisseurs quand même d'être présents et de ne pas quitter le navire et de continuer à être bien positionnés sur les secteurs au moment où ils publient ou au moment où il y a des trous de marché. Ouais. Bon. Sur l'inflation, là, l'état d'esprit du marché, ça peut conduire à quel type de réaction aujourd'hui ? Parce qu'on en parle tellement, c'est un sujet qui est tellement discuté, débattu, que est-ce qu'on peut encore être surpris d'une certaine manière, même si l'inflation continue de progresser ? Est-ce que ce serait encore réellement une surprise ? Tant on parle de ce sujet, tant on évoque des scénarios, effectivement, qui seraient ceux d'une inflation qui pourrait commencer à déborder. Alors, quand en décembre, on a eu une publication aux États-Unis de 7% annualisé, les marchés ont fait ouf. Et l'ambiance est un petit peu décrispée et on est reparti. Aujourd'hui, de ce qu'on... Le chiffre avait été bien anticipé. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'au-delà du niveau très élevé, le consensus des économistes avait vu juste, si je puis dire. Et du coup, pas de mauvaise surprise, donc on respire et on parle. C'est la même chose à 14h30. On s'attend à un chiffre entre 7,2 et 7,5 à peu près, 7,6. Si c'est ce chiffre-là qui tombe, à ce moment-là, les stratégistes vont dire le pire est évité et immédiatement, on va voir les marchés repartir. Au-delà de 7,6, là, ça va être peut-être saignant. Mais cette barre de 7,2, 7,6, elle va être très, très importante. C'est l'effet de surprise qu'on ne veut plus voir. L'effet de surprise, on ne veut pas le voir. Et qu'entre 7,2 et 7,6, les marchés auront été un petit peu survendus. Et donc, ce sera l'occasion de revenir se positionner pour les opérateurs. Merci beaucoup Franklin. On vous retrouve toutes les 2 semaines, le jeudi à 12h30 dans Smart Bourse pour votre éclairage et votre analyse de marché. Franklin Pichard, directeur général de Kipling Finance, qui était à mes côtés en plateau aujourd'hui. On se retrouve en fin de journée à 17h en direct sur Bismart.